Yo! Avant de commencer, je dois vous avertir que je risque de plus ou moins spoiler certains jeux dans cette vidéo. Je pense que ça ne sera pas forcément de trop gros spoils, mais je préfère quand même prévenir, parce qu'on sait jamais. Voilà. Bon visionnage? Salut! Dites, j'ai une petite question pour vous. Imaginons, vous êtes face à un boss de jeu de plateforme. Est-ce que vous vous dites instinctivement, même pour la blague, qu'il faut le frapper exactement 3 fois pour le vaincre? Vous avez 2 secondes. Voilà, c'est fini. Si la réponse est oui, c'est tout à fait normal, parce que c'est un motif qui revient tellement souvent dans les jeux de plateforme que vous y avez forcément déjà été confronté par le passé. Et donc qu'à force, vous avez fini par l'assimiler sans même vous en rendre compte. Parce que ce soit la littérature, le cinéma, les séries télévisées ou en l'occurrence le jeu vidéo, ce sont des médias qui recyclent beaucoup de leurs anciennes idées en usant de ce que l'on appelle des tropes. Un trope, c'est un élément narratif ou un procédé préétabli que l'on retrouve régulièrement d'une œuvre à l'autre. Pour parler avec des mots plus simples, tout n'est que réutilisation de concepts et d'idées déjà exploitées auparavant. Genre par exemple Star Wars, Dragon Ball ou encore Harry Potter, grosso modo c'est la même histoire. À savoir celle d'un gars qui vivait pépouze dans son petit chez lui, et qui, suite à un événement en particulier, se retrouve embrigadé en plein voyage initiatique, lui permettant de grandir, de découvrir le vaste univers qui l'entoure, et de rencontrer de nouveaux amis. Bon, là je grossis le trait un maximum, bien sûr que ces histoires ne sont pas strictement les mêmes, mais c'était une manière de rendre ça plus clair. J'espère que ce fut le cas. Et pour ce qui est du jeu vidéo, c'est pareil. Genre, exemple tout bête, un héros qui a pour but d'aller secourir un être cher, c'est un trope. À la limite du cliché, mais on y viendra plus tard. Puisque c'est un prétexte basique et suffisamment efficace pour partir à l'aventure que l'on retrouve dans beaucoup de jeux. À commencer par Donkey Kong en 81, où Mario, Jumpman, doit sauver sa bien-aimée des griffes du gorille éponyme. Mais attention à ne pas confondre les tropes avec les clichés. Parce qu'un cliché, c'est ce que devient un trope s'il est très, voire trop souvent utilisé. À un tel point que ça peut en devenir prévisible à la limite du ridicule. Par exemple, les histoires mettant en scène des élus de la prophétie ou encore de pouvoir de l'amitié / de l'amour sont assez souvent décriées puisque c'est tellement vu et revu dans plein de scénarios que leur simple évocation suffit à faire souffler plus d'un. Moi compris. Bref, j'ai essayé de vous expliquer du mieux possible ce qu'était un trope. J'espère avoir été assez clair tout du long. Mais si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous recommande d'aller checker la chaîne YouTube du Tropper, qui est spécialisé là-dedans et qui saura bien mieux en parler que moi que je ne le ferai jamais. Et du coup, suite à cette petite intro, je vais vous présenter certains tropes du jeu vidéo que j'aime tout particulièrement, soit pour leur originalité, ou soit pour leur concept en eux-mêmes. Et on commence doucement avec un classique, c'est quand le jeu nous fait vivre une histoire sous l'angle de différents personnages jouables. C'est un bon moyen de rajouter de la profondeur au récit sans que ça soit indigeste, donnant ainsi aux joueurs l'envie de découvrir chacune des différentes facettes de l'histoire. Et en plus, ça rajoute de la rejouabilité, surtout si les différents persos jouables ont chacun leur propre parcours et ou qu'ils ont un gameplay différent. Aussi, petit point bonus que je trouve trop cool en plus de tout ça, c'est quand les actions des uns ont une incidence chez les autres. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais c'est le genre de petits détails insignifiants qui, mis bout à bout, permettent selon moi de renforcer subtilement la continuité ainsi que la cohérence dans l'histoire. Ça peut aussi permettre d'implicitement répondre aux éventuelles questions que le joueur peut se poser en cours de route, ce qui lui permet ainsi d'assembler lui-même les différentes pièces du puzzle. Le prochain trope peut être considéré comme un prolongement du précédent, puisque c'est quand les personnages que l'on joue s'affrontent à un moment donné. Mais ce que je trouve qui est génial là-dedans, c'est quand notre opposant joue exactement comme quand on l'incarne. Un exemple concret qui me vient en tête, c'est dans Mario et Luigi Voyage au centre de Bowser, avec le deuxième combat contre ce dernier, dans lequel il utilise les mêmes attaques de poing, de jet de flamme et d'assaut qu'on utilise habituellement avec lui. Et ce que je trouve malin dans ce combat, c'est que chacune de ces attaques sont conçues pour être évitées / contrées par les frangins, sans pour autant les dénaturer. J'aime beaucoup le fait que dans ce trope, les jeux utilisent contre nous les personnages avec qui on a l'habitude de jouer, et donc on a pris le temps d'apprécier. Et du coup, en fonction du contexte de l'affrontement, ça peut faire mal au cœur de devoir casser la figure d'un perso avec lequel on s'est attaché tout du long. Maintenant, petit point musical avec les musiques évolutives. Mais non, pas dans ce sens-là. Je parle de ces musiques qui se précisent de plus en plus au fur et à mesure que le joueur avance, ce qui est un bon moyen de renforcer son sentiment de progression. Comme par exemple dans Yoshi's Island avec la musique de la carte, qui au début a une mélodie assez timide avec peu d'instruments, et qui finit progressivement par littéralement devenir un orchestre à mesure que l'on se rapproche de la fin.
J'englobe aussi dans le lot les musiques dynamiques, à savoir plusieurs variations de même musique qui alternent en fonction du contexte. Ce qui selon moi rend le jeu plus vivant, tout en renforçant l'immersion globale. En voici des exemples. Bref, il y a mille et une autres façons de faire, mais ce sont les principales qui me sautent aux yeux. Ou plutôt aux oreilles. Alors, le schéma dont je vais parler est assez particulier, puisque c'est quand le bras droit de l'antagoniste principal devient lui-même l'antagoniste principal d'un jeu suivant. Je le présente vite fait. Dans un jeu en particulier, le grand méchant a un acolyte à ses côtés, qui d'ailleurs est généralement plus marquant que son maître. À la fin, une fois l'antagoniste vaincu, on pourrait croire que c'est terminé et que tout est bien qui finit bien. Sauf que dans la suite, on découvre que le bras droit s'en est sorti et ainsi prend la relève de son défunt maître. Il monte alors sa propre armée, prépare son plan de domination, et il a même parfois son propre bras droit, ce qui perpétue le cycle. C'est un schéma que j'aime beaucoup parce que ça permet de donner du relief aux antagonistes. Au lieu d'avoir un simple méchant oublié après un jeu, on voit son influence persister après sa mort et évoluer en quelque chose qu'il n'aurait sans doute jamais imaginé lui-même. Mais au final, je sais même pas si on peut vraiment le qualifier de trope, puisque pas assez récurrent à ma connaissance. Les deux exemples que j'ai montrés pour illustrer sont les seuls que je connais personnellement. Du coup, si vous connaissez d'autres jeux le mettant en scène, je serais plus que ravi de les découvrir. S'il y a bien une chose qui m'amuse pas mal dans certains jeux, c'est quand ils détournent nos attentes avec des leurres. Et par leurre, j'entends les objets faisant l'inverse de ce qu'ils doivent normalement faire. Ça peut aussi être des ennemis se faisant passer pour des objets afin de nous attaquer par surprise. Un peu à la manière des traditionnels mimiques dans les RPG. Ça a l'air bête, mais c'est le genre de surprise qui rajoute du fun, et parfois un peu de challenge, si le joueur ne s'y est pas préparé. Un peu dans le même style que les persos jouables qui s'affrontent, j'aime bien quand un jeu nous confronte à un alter ego / double maléfique. En sachant que c'est un trope que j'aime déjà de base, j'aime d'autant plus le fait que cette idée de copie soit également retranscrite au sein du gameplay. En plus d'avoir le même sprite que le joueur, il possède également les mêmes attaques, les mêmes mouvements et les mêmes animations. On se bat littéralement contre nous-mêmes. Mais après, c'est pas forcément obligatoire que ça soit des clones stricto sensu. De simples sosies peuvent faire l'affaire. Du moment qu'ils copient les mouvements du joueur, ça suffit pour me satisfaire. Dans tous les cas, il faut déjouer sa propre manière de jouer pour gagner. Alors celui-là, dans un sens, c'est un peu l'inverse du précédent. Je parle du fait de pouvoir incarner un mob du jeu. Allié comme ennemi, mais surtout comme ennemi. Ça peut se faire en se transformant directement à la créature en question, ou au moins d'en prendre la possession, à la manière d'un Mario Odyssey, ce qui peut servir de méthode d'infiltration et ou d'interaction avec d'autres individus de la même espèce. Ou alors, ça peut se faire en ralliant directement nos ennemis à notre cause, en pouvant soit les recruter, les apprivoiser, ou encore en négociant avec. Bref, l'idée là-dedans, c'est le fait de s'approprier les compétences propres d'un autre individu, quoi. On va finir avec mon trope préféré, et de loin, c'est quand la suite d'un jeu fait directement référence à son prédécesseur. Et pour la peine, petite mise en situation. On va prendre un jeu imaginaire dans lequel on incarne un certain personnage, avec lequel on évolue dans un lieu en particulier qu'on prend plaisir à découvrir et à explorer. Bien entendu, il commence faible et peu expérimenté, mais en l'accompagnant au fil du jeu, on le voit grandir et progresser petit à petit jusqu'à ce qu'il finisse par accomplir sa quête. Et dans la suite, on incarne un tout autre protagoniste, n'ayant rien à voir avec le précédent, qui vit sa propre aventure. On évolue aussi dans un tout nouvel endroit, permettant ainsi de remettre à zéro le sentiment de découverte du joueur. Puis à un certain moment du jeu, ça peut être post-game voire au beau milieu, on a la possibilité, voire carrément l'obligation, de retourner sur la map du premier jeu. On y revoit alors dans sa personnage ainsi que certains lieux familiers, qui ont plus ou moins changé avec le temps. Puis parfois, en remplissant plus ou moins de prérequis, on peut débloquer un combat de boss un peu spécial. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit directement du protagoniste du jeu précédent, qui a grandi / vieilli. Il est désormais plus puissant que jamais, parfois plus que le boss final, et le joueur doit le vaincre pour prouver sa supériorité. Du moins, s'il y arrive. Bon,
Là pour le coup, c'était plus un crossover des différents types de références que j'aime qu'autre chose, mais c'est pas forcément obligé de tous les utiliser en même temps. En prendre juste un ou deux, ça peut largement suffire. Et si j'adore autant ce trope, bah c'est déjà pour le côté nostalgique, on va pas se mentir. Revoir des lieux ainsi que certains persos qu'on connaît sous un œil nouveau, ça fait son petit effet. C'est un peu comme revoir de vieux potes d'enfance ou retourner dans sa ville natale plusieurs années après quoi. Ça permet aussi d'étayer l'ordre du jeu en voyant ce qu'est devenu tout ce beau monde après les avoir quittés. Et dans certains cas, pour le côté plus jeu vidéo de la chose, ça peut être une manière astucieuse de montrer le gap générationnel entre deux consoles, sans forcément faire de remake. Et d'autre part, ce que j'adore particulièrement, c'est voir ce qu'est devenu ce bon vieux protagoniste originel, qu'on a connu à ses débuts et avec lequel on s'est attaché. Et là pour le coup, il y a plusieurs écoles. On peut soit montrer le fait qu'il ne soit pas resté figé après sa victoire et qu'il ait continué de progresser dans son coin, jusqu'à atteindre un statut de légende pour le joueur comme pour les personnages, ou alors, on peut aussi nous montrer le fait qu'au contraire, il s'est un peu trop laissé aller, voire même qu'il a complètement sombré. Il y a sûrement d'autres exemples, mais je vais pas m'embêter à tous les citer. Bref, dans tous les cas, voir comment le premier protagoniste a évolué, ça me fait toujours très plaisir à voir. Et quand on l'affronte, c'est un duel qui nous est personnel, puisque c'est une opposition directe entre notre progression passée et notre progression actuelle. Ça nous force donc à battre notre ancienne identité, et d'une certaine manière à nous dépasser. En plus, si le joueur a été durant sa partie précédente du joueur à farmer l'XP jusqu'à rapidement atteindre le niveau max, ça renforce d'autant plus la continuité de sa progression. Surtout si comme dit plus tôt, il est plus fort que le boss final. Et forcément, l'exemple le plus parlant, c'est bien sûr ce bon vieux Red dans Pokémon, qui a tellement marqué les esprits qu'il réapparaît très souvent dans la licence. Lui ainsi que sa légendaire réplique. Une phrase lourde de sens, c'est moi qui vous le dis. Et justement en parlant de raid, certes j'adore ce trope, mais quand c'est utilisé de manière beaucoup trop répétée, on finit par tomber dans ce que j'appelle le syndrome Kanto. C'est-à-dire de tellement faire référence au premier jeu partout tout le temps, que ça finit par en devenir insupportable, même pour les fans de la première heure. Bref, la nostalgie c'est bien de temps en temps, mais il faut parfois savoir passer à autre chose. Et du coup, c'était tout ce que j'avais à dire concernant mes tropes préférés du jeu vidéo. Il y en a sans doute d'autres, mais ce sont principalement ceux-là qui me marquent le plus. Si parmi les tropes que j'ai cités, vous connaissez des jeux dont je n'ai pas parlé qui les exploitent, c'était soit une omission de ma part, volontaire ou non, soit parce que je les connais tout simplement pas. Dans tous les cas, n'hésitez pas à m'en faire part. Je serais ravi à l'idée qu'on en discute, et de potentiellement découvrir de nouveaux jeux qui utilisent ces idées que j'aime tant. Aussi, si vous avez en tête des tropes en particulier que je n'ai pas évoquées, n'hésitez pas non plus à me les citer, ça peut être intéressant d'en parler. Et si ça vous botte, je pourrais peut-être parler dans une prochaine fois des tropes du jeu vidéo qu'au contraire je n'aime pas, voire déteste, parce qu'il y en a pas mal aussi. En tout cas, j'espère que cette vidéo différente de la précédente vous aura plu. Et en parlant de ça, je tenais à sincèrement vous remercier pour vos retours vis-à-vis de celle-ci. Que ça soit IRL pour ceux que je connais, coucou à vous d'ailleurs, directement via les commentaires ou autre part encore. Ça peut paraître un peu cliché, mais honnêtement, j'avais pas mal d'appréhension avant de la poster, et voir qu'elle a suscité autant d'engouement, ça m'a définitivement décidé à continuer cette aventure youtubesque, et j'espère que vous serez nombreux à m'y accompagner. Mais pour rien vous cacher, j'avoue être encore en train de me chercher sur le type de contenu que je souhaiterais proposer ici. Mais malgré ça, j'ai quelques petites idées en tête. Mais ça sortira quand ça sortira, je n'ai pas de réel planning de sortie. Et du coup, si vous aimez bien mon contenu jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, et à la partager pour la faire connaître. Bon, ça sera sans doute l'une des rares, voire l'unique fois où je vous le demanderai aussi frontalement, parce que j'aime pas trop faire ça en règle générale, et puis si la vidéo vous a vraiment plu, je pense que j'ai pas trop besoin de vous le dire pour que vous le fassiez vous-même. Et de toute façon, je préfère quand les choses se font naturellement. Bref, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici, ça prouve votre fidélité d'une certaine manière, et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, je vous souhaite tout ce que vous souhaitez. Allez bisous, c'était Sonibi.